La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, TVCE s'adapte aux défis techniques pour mieux connecter ses téléspectateurs. On voudrait ça, on peut pas faire ça, mais on pourrait faire ça. Donc, finalement, en juillet, on nous a dit, c'est possible, on va le faire. Par contre, vous allez être les deux sur le même canal. Moi, Télésoleil, Télésourire et Télésoleil. La ministre Leboutillier présente les mesures d'abordabilité du gouvernement. Ce printemps, les travailleurs qui gagnent moins de 150 000 recevront un chèque de 250 directement dans leur compte bancaire. Une collecte annuelle pour un temps des fêtes généreux. Ça se déroule le 5 décembre prochain, la guignolée. Puis on fait pas ça tout seul, on a beaucoup de gens là-dessus. Le Centre d'action bénévole fait rien tout seul. C'est communautaire, donc on a besoin de la communauté pour le faire. Téléradioton 2024 de la ressource, l'espoir en spectacle. Nelson Mainville a fait des miracles en allant chercher des artistes qui vont être des nôtres là, le 26 janvier prochain. On pense à Linda Lemay, le groupe, le duo folk gaspésien dans le shed. Zone d'innovation bleue avec le maire Cyr. Tu sais, je veux juste faire un petit rappel. Là, le projet de zone d'innovation, là, ça faisait pratiquement 4 ans qu'on travaillait là-dessus. On a vu des orientations claires du gouvernement du Québec. À un moment donné, il nous avait été demandé de travailler en étroite collaboration avec le projet de Rimouski parce qu'il n'y aura pas eu de projet de zone d'innovation. Revue de presse. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Alors que la télévision communautaire TVCE déploie ses nouvelles technologies, dont la diffusion en haute définition et sur YouTube, des défis techniques subsistent pour certains utilisateurs de décodeurs TELUS. Monica Tate, présidente de TVCE, partage avec nous les solutions en cours et invite la communauté à faire preuve de patience et de solidarité, notamment à l'approche du très attendu retour du bingo. En fait, au retour des fêtes en 2024, on a reçu un courriel de Cogeco qui nous avisait qu'à partir de la fin mars, on aurait pu, il allait cesser la diffusion de notre télé communautaire. Alors, la nôtre et celle de Mont-Louis, Télésoleil. Donc, là, on était vraiment très surpris parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Il n'y avait pas de message avant ça, précédent, qui nous faisait penser que ça pourrait arriver. Fait que là, on a entrepris premièrement des discussions avec Cogeco pour savoir mais c'est quoi, puis pourquoi. Puis ensuite de ça, ben il a fallu se parler avec Télésoleil à savoir qu'est-ce qu'eux avaient l'intention de faire. On a été très bien accompagnés par la Fédération des télécommunautaires autonomes qui, eux, nous ont vraiment soutenus dans toute cette démarche-là. On a fait des petits appels à l'aide à savoir, bon, à quelle télé on allait se tourner, vers qui on allait se tourner. Et à ce moment-là, on a commencé à parler avec TELUS, qui est ici, là, vraiment TELUS régional, à savoir si c'était quelque chose de possible, parce qu'on savait déjà que sur TELUS, il y a un canal communautaire. Puis là, ben, on se disait, bon, ben, on pourrait toujours aller vers ça, même si c'est pas tout à fait ce qu'on désirait, dans le sens que on voulait pas être comme mélangé dans d'autres télés communautaires, que les gens puissent pas nous suivre journalièrement, quotidiennement, d'heure en heure, là, tu sais, comme il y avait l'habitude de le faire. Donc, on a ouvert cette porte-là avec TELUS. On leur a demandé si c'était possible d'avoir un signal, un poste dédié à Télésourire. Au départ, c'était comme, oh non, je ne pourrais pas, c'est pas possible, on a déjà ça, mais, oh, surprise, ils nous sont revenus avec cette suggestion-là en nous disant, ben, écoutez, ça serait pas impossible, finalement. Donc, on a eu des discussions avec eux à ce niveau-là. C'était quoi nos attentes, pourquoi on voulait avoir un poste dédié, tu sais, leur expliquer quelles étaient nos habitudes avec nos citoyens, avec nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'eux s'attendaient à avoir aussi comme télé communautaire, puis que dans le fond,
On voulait leur offrir le même service. On ne voulait pas aller dans le moindre. On ne voulait pas en offrir moins ou de moindre qualité non plus. Donc, tout ça, ça a été de longues discussions, tu sais, beaucoup de va-et-vient. Bon, on voudrait ça, on peut pas faire ça, mais on pourrait faire ça. Donc, finalement, en juillet, on nous a dit, c'est possible, on va le faire. Par contre, vous allez être les deux sur le même canal. Moi, Télésoleil, Télésourire et Télésoleil. On a dit OK, pas de problème. Tu sais, on était même ouvert à se dire on fera 12 heures, 12 heures. Là, tu sais, on s'était parlé avec Télésoleil, c'était quelque chose qu'on envisageait quand même de bon augure. Mais non, on nous a finalement dit là, un peu plus tard en août que ce serait possible, en arrivant sur le site, sur le poste, en fait, de sélectionner une des deux télés. Donc, c'était encore mieux. Tu sais, c'était encore plus intéressant pour nous. Alors, nous y voilà. Après tous ces mois de discussion, on est rendu à avoir le poste. Et moi qui travaille, bon, ça donne que je travaille sur la technique justement dans ce projet-là pour le système de diffusion, mais aussi par rapport à essayer de comprendre comment ça fonctionne pour envoyer le signal. Mm-hmm. Là, on comprend petit à petit que c'est pas forcément tout le monde qui peut le capter, même s'ils ont le décodeur. Certains types de décodeurs TELUS peuvent le capter et pas d'autres. Mm-hmm. Si toi, tu devais peut-être donner une information à la population ou les gens qui nous écoutent, ou juste pour savoir un peu, dans le fond, on est en train de régler petit à petit justement et d'essayer de comprendre la technique derrière tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben exactement, c'est ce qu'on se disait. On se disait, bon, on peut pas régler tous les petits problèmes tant qu'on sera pas encore en onde parce que c'est à ce moment-là que les petits problèmes vont arriver. Donc là, on sait pour les tout petits décodeurs, on sait qu'eux ne peuvent pas euh, syntoniser le 713. Bon, on est déjà en discussion avec TELUS là-dessus. Eux aussi sont au courant du problème. Donc, tu sais, au fur et à mesure, on travaille là-dessus. Nous, puis même ceux qui ont le décodeur, pareil comme le voisin, parfois, ça fonctionne pas. Alors, on a des pistes pas de solution, mais pourquoi ça pourrait être le problème? Est-ce qu'on a Internet? Est-ce qu'on n'a pas Internet? C'est la fibre optique, tout ça. Donc, mais dans le fond, ce qu'on veut rassurer les gens, c'est qu'on est vraiment en discussion avec TELUS là-dessus. On est au courant des problèmes. S'il y avait autre chose qui arrivait, ben faites-nous-le savoir. Je pense pas que ça serve à rien pour vous là, d'appeler au 310 12 12 là, ça va être long pour rien. Puis ils savent pas nécessairement ce qui se passe là, les gens qui répondent au téléphone. Nous, on est vraiment en contact avec les gens qui sont basés régionalement. Ensuite, je sais qu'il y a le bingo qui s'en vient, puis qu'il y a plein de monde qui a hâte de jouer, puis nous aussi, on a vraiment hâte que ça revienne. Mais dans le fond, ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est peut-être vous déplacer, puis en faire une petite soirée chez le voisin, chez la voisine, qui, lui, réussit à avoir le poste. Un peu comme quand TELUS est arrivé dans la région il y a plusieurs années de ça, puis que les gens ont commencé à quitter Cogeco pour TELUS, puis qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus la télé communautaire. Ben, c'est un peu ce que les gens faisaient. Ils se rejoignaient 3-4 dans la cuisine, puis on joue au bingo ensemble. On en fait finalement une activité qui est très agréable aussi. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vous suggérerais de faire. Mais sachez qu'on est sur le dossier, puis que nous aussi, on trouve important que tout le monde puisse y avoir accès à la maison. Donc, on travaille fort pour trouver une solution. Et puis, quand même, une grande nouveauté, c'est bon, déjà qu'on diffuse en HD, ce qui est très nouveau pour Télésoleil aussi, mais qu'on envoie aussi notre signal maintenant en continu sur notre canal YouTube aussi. Donc, il y a toujours des alternatives pour recevoir notre signal et écouter nos émissions. Ben exactement, c'est ça qui est intéressant. On peut nous écouter de n'importe où, dans le fond, là. Puis même ce qui est agréable, ce qu'on a réalisé, c'est que les gens de Gaspé aussi peuvent aller voir qu'est-ce qui se fait sur le 713 parce qu'ils peuvent avoir accès, s'ils ont le bon décodeur, ils peuvent avoir accès à voir qu'est-ce qu'on fait à Télésourire, à Télésoleil aussi. Donc, ça agrandit un peu aussi notre, ben, notre range d'auditeurs. Fait que c'est intéressant aussi. Donc, le mot-clé à retenir, c'est patience, un petit peu pour ceux qui nous écoutent, un petit peu de patience, le temps qu'on mette en place justement cette nouvelle machine-là, le temps qu'elle se de la roder, au fait.
Exactement. Tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi, là. Quand c'est nouveau, ben, ça nous prend du temps pour se l'approprier. Il y a toujours des petits problèmes qui peuvent arriver. Puis, mais tant qu'on est au courant, tant qu'on sait, puis qu'on continue à travailler avec les gens de TELUS pour pouvoir régler les problèmes, parce qu'on sent qu'ils sont assez ouverts quand même, là, à trouver des solutions, là. Quand on les interpelle, ils sont OK, oui, parfait. Ils prennent des notes, ils nous répondent, ils font des tests, eux autres aussi. Donc, tu sais, on n'est pas laissé dans le néant là, avec du monde qui nous ont dit, ben voilà, maintenant organisez-vous. Non, pas du tout, c'est pas ça. Là, tu sais. On a vraiment des bonnes discussions avec eux. Puis on a toi aussi, Marc, là, vraiment, qui est d'une aide très précieuse pour le côté technique aussi, parce que des fois, on nous pose des questions, on fait comme oui, on sait pas trop de quoi il parle. Parfait. Ben, merci beaucoup, Monica, pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir, Marc. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer. Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a présenté, lors d'un scrum médiatique tenu le 25 novembre 2024, les mesures d'abordabilité annoncées par le gouvernement fédéral le 21 novembre dernier. Bonjour à tous. On sait que même si l'inflation est de retour dans la fourchette cible puis que les taux d'intérêt baissent plus rapidement ici qu'ailleurs, les Canadiens et les gens de chez nous ne ressentent pas encore ces allègements dans leur quotidien. Les prix à la caisse restent élevés, puis les familles peinent à boucler les fins de mois. On le sait, puis c'est une réalité qui n'est pas facile là, pour beaucoup de personnes. En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas fixer les prix dans les magasins, mais nous pouvons et devons offrir aux Canadiens un répit bien mérité. Et c'est pourquoi, dès le 14 décembre, nous introduirons un congé de taxes. Ce geste vise à réduire le coût des achats essentiels et à soulager les ménages, surtout à l'approche des fêtes, une période qui est souvent coûteuse, mais aussi une période qui est très stressante pour les Canadiens. Et ce n'est pas tout. Ce printemps, les travailleurs qui gagnent moins de 150 000 recevront un chèque de 250 directement dans leur compte bancaire. Je veux aussi ajouter, ayant été ministre du Revenu national pendant 8 ans, que pour avoir accès aux 250 ça va être important que les gens produisent leur déclaration de revenus. Donc, cette mesure s'ajoute à d'autres initiatives concrètes que nous avons mises en place pour alléger la vie des familles canadiennes. On a plus d'1 million de personnes déjà qui ont bénéficié de notre programme de soins dentaires. On a près de 8 000 par année par enfant grâce à l'allocation canadienne aux enfants. Et on comprend que les Canadiens ont besoin d'un soutien immédiat et concret. Bien que ce congé de taxe soit temporaire et ciblé, il vise précisément les périodes coûteuses pour les familles. De plus, nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les provinces, comme la province de Québec, pour nous assurer que ces mesures bénéficient à tous de manière harmonisée. Notre engagement est clair, rendre la vie plus abordable, protéger et promouvoir l'achat des Canadiens et leur donner des outils pour bâtir un avenir stable et prospère. Ensemble, on peut arriver à relever les défis, à offrir des solutions qui répondent aux besoins des gens de chez nous. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci. Donc, si vous avez des questions, merci de lever la main, comme ça va être plus facile là, pour pouvoir vous donner la parole. Ah, Monsieur François, allez-y. J'ai juste signalé, je vois pas l'onglet lever la main il a peut-être pas été activé. Fait qu'il faut la lever virtuellement pour vrai. Ah, il y a quelqu'un qui a réussi à l'utiliser. Voilà, désolé. Alors, ma question, Madame Leboutillier, c'est votre objectif, c'est d'aider les gens à faire preuve au coût de la vie, etc. Vous le dites vous-même, c'est une mesure qui est temporaire et ciblée. Pourquoi le gouvernement n'a pas été vers une mesure plus structurelle
qui est promis par le gouvernement libéral depuis longtemps. Vous avez même rappelé en 2023 que vous espériez que la réforme de l'assurance-emploi soit réglée en 2023. Est-ce qu'une mesure plus structurelle qui réformerait, par exemple, l'accès pour les travailleurs saisonniers n'aurait pas un impact plus important dans la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, que cette mesure temporaire? Ben écoutez, moi je peux vous dire qu'on a mis des mesures en place, puis j'en ai mentionné là quelques-unes là dans mon message d'allocution. Si je prends juste l'allocation canadienne aux enfants, dans le comté depuis 2021, on parle de 145 millions de dollars qui ont été alloués aux familles. Et pour moi, ça, c'est du concret, là. Quand on regarde au niveau des programmes de soins dentaires, dans le comté, on a 11 400, près d'11 440 personnes qui ont appliqué pour le programme de soins dentaires. Quand on regarde des programmes qu'on met en place, les programmes Nouveaux Horizons, on parle de 95 projets, on parle de 2 millions de dollars qui ont été investis là, dans le milieu. Puis je pourrais vous parler aussi du programme l'allocation canadienne pour les travailleurs. On sait à quel point pour nos travailleurs c'est important. Puis quand je regarde depuis 2021 en termes de retombées directement là, dans les poches de nos travailleurs, puis là je parle des travailleurs, les gens qui travaillent dans les usines de transformation, je parle des gens dans des métiers de la construction, pour les gens qui gagnent de 35 000 $ et moins, c'est 2,5 millions de dollars là, de retombées. Ça aussi, ça fait partie des mesures qui sont structurantes pour le milieu. Une question, mais qu'en est-il pour l'assurance-emploi? L'assurance-emploi, je peux vous dire qu'on a aboli la réforme Harper. On a aboli aussi le fait que les gens puissent se déplacer là, dans des zones de 100 km. On a réallongé au niveau du fameux trou noir du 5 semaines. Ça aussi, c'était en place. Puis je peux vous dire qu'il y a des discussions qui se poursuivent, autant avec les mouvements Action Chômage, autant au niveau du travail saisonnier. Ce travail-là se poursuit, mais on est aussi dans un comté qui vit de la pénurie de main-d'œuvre. Et ça, c'est important. Et ça, j'en entends parler de travailleurs à l'année qui travaillent dans des commerces, dans des pharmacies, dans des épiceries, puis qui me disent, ben nous, on est obligés de mettre des caisses électroniques, on est obligés d'aller vers la mécanisation parce qu'on n'arrive pas à combler des postes. Fait que le monde du travail a changé, puis on doit continuer d'avoir les discussions pour voir comment on va réussir puis on va s'adapter aussi, mais tout en protégeant là, les travailleurs saisonniers. Merci. Merci. Merci, François. Donc, Nelson, tu peux y aller? Oui, les économistes affirment que les mesures que vous mettez en place, là, l'abolition de la TPS temporairement, le 250 $ à venir, va créer de l'inflation, donc l'effet inverse de ce que vous souhaitez faire. Ben écoutez, puis s'il y a certains économistes qui disent ça, je peux vous dire qu'il y a d'autres économistes qui nous disent complètement le contraire parce que les actions qu'on pose actuellement, c'est vraiment des actions qui sont ciblées. C'est vraiment sur des périodes temporaires. Puis c'est pour ça, pourquoi on a ciblé le mois de décembre puis le mois de janvier. Oui, c'est une période qui est difficile, même si c'est la période des fêtes. C'est souvent une période qui est difficile pour les familles. C'est une période qui est difficile pour tous les Canadiens. C'est une période qui est stressante. Donc, on travaille vraiment là pour aider les gens pour être en mesure de pouvoir mieux s'en sortir. Est-ce qu'on doit faire mieux? On peut toujours faire mieux, puis on va toujours faire mieux. Mais pour moi, ce qui est important, puis comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est les programmes aussi qu'on a mis en place qui vont vraiment, c'est des programmes qui sont structurants, qui sont là en place depuis 2015, puis qui ont des retombées qui sont importantes, autant pour les familles, autant pour les aînés. Tu sais, on a parlé, on a bonifié la régie des rentes pour au niveau du supplément du revenu garanti. Ça fait qu'on doit continuer de faire mieux, mais de vraiment cibler nos interventions. Pour moi, c'est ce qui est important. Puis les gens m'en parlent. Je suis dans le milieu, puis les gens sont satisfaits. Est-ce que c'est pas un geste électoraliste, un geste désespéré pour acheter des votes alors qu'on est à un scrutin, que le Parti libéral est en retard passablement dans les sondages?
Ben écoutez, moi, je peux vous dire, là, on est un gouvernement minoritaire. Puis ça, je l'ai déjà mentionné, dès qu'on termine une campagne électorale, la prochaine campagne commence déjà à se préparer. Puis un gouvernement minoritaire est toujours à risque d'être en élection. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on garde le focus, puis avec les collègues autour de la table, qu'on puisse travailler ensemble pour vraiment s'assurer qu'on puisse aider puis supporter les gens dans notre travail comme député, dans notre travail comme ministre, dans notre travail comme gouvernement. Merci, Nelson. Raphaël, à ton tour. Oui, bonjour. En fait, je ferai un peu du pouce sur la dernière question en vous demandant, Madame Leboutillier, de commenter en fait le seuil qui a été déterminé pour la fameuse remise pour les travailleurs canadiens, donc le chèque de 250 $. On parle donc des gens qui ont un revenu jusqu'à 150 000 $. Comment vous avez choisi ce seuil-là qui peut être relativement élevé parce qu'on s'entend que pour un travailleur qui, disons, par exemple, aurait gagné 35 000 $ et un travailleur qui aurait gagné 150 000 $, il y a une méchante 250 $, c'est pas la même chose dans un budget. Donc, comment vous avez déterminé ça? Ben écoutez, je peux vous dire que quand on regarde le Canada, là, le Canada, c'est grand. Hein? On part de Terre-Neuve jusqu'à la Colombie-Britannique. Puis je peux vous dire que peut-être que pour des gens de la Colombie-Britannique ou des gens de Toronto, ce qui représente un gros salaire pour nous en région, ben quand les gens demeurent dans des endroits où les coûts, on regarde au niveau des coûts de loyer, au niveau des salaires, tout est beaucoup plus élevé. Ça fait on regarde, la moyenne a été faite. Puis moi, là, honnêtement, quand je regarde le comté, ben pour moi, je suis très contente parce que ça veut dire que probablement là, que dans le comté de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine, les gens vont pouvoir bénéficier de ces argents-là. Puis quand on parle d'économie circulaire, quand on parle des gens chez nous qui vont pouvoir bénéficier de ces argents-là, c'est de l'argent qui va être dépensé chez nous. C'est pas de l'argent là que les travailleurs vont mettre dans des paradis fiscaux là, puis c'est pas de l'argent qu'ils vont dépenser là dans des au Bahamas là, puis dans d'autres pays. Donc ça va faire rouler notre économie, ça va faire travailler le monde de chez nous, puis c'est de l'argent qui va être réinvesti chez nous. Ça fait que pour moi, comme député du comté, c'est des bonnes nouvelles. Comment vous avez fait pour déterminer le montant de 250 $ aussi? Quels sont vos paramètres qui vous ont amené à ce montant-là? Ben écoutez, je peux vous dire que le travail se fait beaucoup plus du côté du ministère des Finances. On n'est pas au courant. Là, moi, je suis pas au courant là, des détails très techniques et pointus, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment rejoindre les travailleurs, les gens, autant les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, les travailleurs indépendants, les gens des métiers de la construction, pour pouvoir leur offrir, on sait aussi que quand on arrive au mois d'avril, tu sais, au niveau des travailleurs, ben, il y a plus de dépenses pour des travailleurs, parce que ça, c'est un côté aussi où j'entends parler. Là, peut-être que je vous mets des idées en tête, là, mais où j'entendais des personnes âgées dire, oui, mais pourquoi nous, on peut pas en bénéficier et ce sont les travailleurs? Ben, un travailleur, là, en principe, il y a énormément de dépenses supplémentaires, là. Que ce soit au niveau des coûts de déplacement, au niveau de ce que ça demande, là, comme outil pour travailler. Donc, de pouvoir leur donner un coup de pouce, c'est important. Puis, je veux vraiment le repréciser. Pour avoir cet argent-là, les gens doivent avoir fait leur déclaration de revenus pour la prochaine année d'impôt. Merci, Raphaël. Est-ce qu'on avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Je ne vois pas de main levée. Je ne sais pas si le système fonctionne pour tout le monde. Parfait. Bien, écoutez, si c'est tout, merci beaucoup pour votre présence ce matin. C'est très apprécié. Bonne fin de journée tout le monde. Puis au moins on a un petit peu de soleil à matin. Ça fait que essayez d'en profiter un petit peu et portez-vous bien. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion,
Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. La guignolée des commerçants arrive à grands pas et pour nous en parler, je suis en compagnie de Cindy Langlois, travailleuse de milieu, et Nancy Lefebvre, intervenante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, la guignolée, avant de partir sur la façon qu'on doit s'inscrire, comment ça s'est passé l'an passé? L'an passé, on a eu une guignolée magique. On a eu une belle journée en plus. On a fait une belle récolte l'an passé. On a réussi à donner 250 paniers. Est-ce que c'est plus que par les années passées? Oui, c'était plus. OK. Donc, la demande, elle est croissante, enfin, on pourrait dire. La demande alimentaire est croissante dans tout, mais il y a encore plus à Noël. Oui, c'est sûr. Donc, pour la guignolée, cette année, comment ça va se dérouler? Ça se déroule le 5 décembre prochain, la guignolée. Puis on fait pas ça tout seul, on a beaucoup de gens là-dessus. Le Centre d'action bénévole fait rien tout seul. C'est communautaire, donc on a besoin de la communauté pour le faire. Puis on a beaucoup de partenaires. Je sais que le CJA, ça implique à chaque année là-dedans, entre autres. Là. Bien, en fait, le CJA s'implique, la Sûreté du Québec et les maisons des jeunes. C'est le 5 décembre. Au Super C, il va y avoir l'équipe deux intervenants de Centre d'action bénévole avec le matin CHNC. Puis le CJE, eux, vont être au IGA à Chandler et Grande-Rivière, Maison des jeunes Gascon au Marché Doré, Maison des jeunes de Chandler au Jean Coutu, et la Sûreté du Québec va faire le tour de notre belle MRC pour aller voir les commerçants. Donc, on peut aller donner à ces moments-là, mais c'est aussi pendant... je ne sais pas si ça a commencé tout de suite, là, mais... non, je crois que ça n'a pas commencé tout de suite, mais dans les différents marchés, normalement, on va être en mesure aussi de pouvoir donner aussi via les sacs, bénévoles qu'on va avoir sur place. Les IGA, ils ont des boîtes de biscuits cette année. Okay. D'habitude, il y avait des bûches. Une année, on donnait 10 $ pour avoir des sacs. Ouais. Cette année, c'est des boîtes de biscuits que les IGA ont embarquées. C'est ça, c'est des biscuits. C'est la magie de Noël, c'est les pâtisseries. Fait qu'on revient avec les traditions. Donc, ça va pour les distributions. Ça va être à partir de quelle heure, ça, le 5 décembre? Oh mon Dieu Seigneur, dès 7 h le matin et on finit pas avant 7-8 h le soir. Je ne veux pas aller trop loin. Mais pour un petit peu renchérir de ce que tu viens de dire, nous avons une canne justement de Noël pour la guignolée au marché Bonichois Sainte-Thérèse. Il y en a une aussi chez Marché Nicolas à Cap d'Espoir, puis on en a une aussi à Coop à Percé. Oui. Marché Doré, c'est nouveau cette année. Vu que la Maison des jeunes de Gascon embarquait avec nous autres, on s'est dit qu'on aurait resté dans leur municipalité. Puis le Marché Doré a accepté là, que les jeunes de la Maison des jeunes puissent aller faire des collectes pour nous. Donc, c'est ça pour ce qui est des collectes. Maintenant, il y a ceux qui en ont besoin. Eux autres doivent faire une demande. Ça se passe comment? Les formulaires sont déjà en route, sont déjà en circulation. Notre page Facebook, vous pouvez l'imprimer à partir de là. Clinique médicale à Grande-Rivière, les CLLC ont des copies aussi. Gascon, Percé, Chandler, ils ont des copies. Et nous, au Centre d'action bénévole, vous pouvez venir chercher votre formulaire qui est dans notre entrée. Et il doit être rempli et envoyé avant quand? Parce que j'imagine il y a une date limite là pour... Oui.
On a toujours une date limite. Cette année, c'est le 13 décembre. Et les réponses, on va commencer à pouvoir les donner à partir du 11. Il y a une première liste qui sort tout le temps. On a tout le temps de 2 à 3 listes qui sortent. Fait que, on en a beaucoup des demandes. Fait que la première liste sort le 11 décembre. OK, donc même si c'est le 13, vous donnez quand même... vous commencez déjà à donner les chèques. C'est pas des chèques, c'est des bons d'achat. Les bons d'achat vont être distribués le 19 décembre à nos locaux s'il ne fait pas tempête. S'il fait tempête, le 20. Donc, parmi les critères, c'est quoi que les gens doivent fournir? Hein? Ce qu'on demande là, dans notre formulaire, c'est tout ce qui est revenu et tout ce qui est dépenses. On a besoin d'avoir les preuves de ça. Quand je dis nous, c'est le comité. Il y a un comité d'évaluation là-dessus. Puis eux autres, ils ont besoin de voir les revenus et les dépenses. Fait que le bordereau de caisse qu'on reçoit une fois par mois, ça fait la job. Mais l'important de cette année, on a une nouveauté dans notre formulaire. La loi 25, divulgation et collecte de données, c'est la confidentialité, fait que les gens doivent signer absolument leur formulaire où c'est écrit, parce que nous, on ne pourra pas regarder les montants si c'est pas signé cette année. C'est pas supposé être signé pour faire ce genre de demande-là, il faut signer d'habitude. On signe en bas du formulaire, généralement tout le monde signe, mais là on a rajouté l'autorisation de divulgation d'informations à cause de la loi 25, fait que les gens doivent signer ça absolument aussi. Pour ceux qui ne savent pas, la loi 25, c'est quoi qu'elle oblige? C'est la loi de la confidentialité des gens. Il faut faire attention aux données personnelles des gens. Fait que nous, quand les gens font des demandes de panier de Noël, on a des données personnelles dessus. On a une adresse, on a le nom des enfants, on a le montant du loyer. C'est des données personnelles. Donc, pour collecter ça, il y a la loi 25 qui nous oblige de protéger ça. Fait que c'est pour ça que ça nous prend une signature. Est-ce que... OK. Fait que... dans le fond, c'est comme une garantie de protection des informations, si on veut. Exactement. Ça autorise le comité à vérifier. Donc, c'est l'usager qui signe, qui donne l'autorisation au comité de vérifier. Si c'est pas signé, on n'a pas l'autorisation, donc ça ne sera pas analysé. Donc, à ne pas oublier. À ne pas oublier, c'est bien, bien, bien écrit en bas du formulaire. Et ne pas oublier de fournir toutes les dépenses et les revenus, parce que j'imagine que ça doit arriver qu'il manque des informations puis vous êtes obligé de recontacter. Hein? Oui, mais ça, c'est toujours, là, on recontacte, mais de préférence, si vous avez tout, on n'a pas besoin de recontacter, donc l'analyse se fait plus rapidement quand il ne manque pas de données. Est-ce qu'on a... C'est tout pour ce qui est de la guignolée? Pour ce qui est de la guignolée, oui, mais pas pour ce qui est du centre d'action bénévole. Parce que vous avez toujours vos services habituels. En reparler un petit peu. Parmi les services, il y a le dépannage alimentaire. Dans les médias, on entend parler que dans les grands centres, la demande a explosé. Puis ils ont même de la difficulté à pouvoir combler toutes les demandes. Là. Ici, dans Rocher-Percé, est-ce qu'il y a une demande aussi marquée? Oui. Oui, on voit les mêmes hausses de demandes, mais heureusement, on est capable de combler les demandes là, à date. Surtout avec des critères, là, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire appel à ce service-là. C'est vraiment réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, vous avez des critères pour... Oui, il y a des critères. Puis c'est semblablement ceux-là des paniers de Noël. On demande les montants des revenus puis les dépenses aussi. C'est évalué. Est-ce que la demande, elle est... parce que justement, on a le dépannage alimentaire, ça, vous donnez des produits, vous donnez des produits. Est-ce que pendant la guignolée, c'est plus élevé que pendant le dépannage alimentaire? C'est deux choses différentes. Les paniers de Noël, c'est vraiment une catégorie à part. Okay. Et ça suit l'inflation.
Un dépannage alimentaire, c'est pour 2 jours de nourriture. Tandis qu'un panier de Noël, tout le monde veut avoir une belle table à Noël. Hein? Ouais. Puis au prix de la dinde, excusez, il faut que le panier vienne en fonction. Donc, OK. Donc, à ce moment, ça veut dire que les bons d'achat que vous donnez augmentent, eux autres, à chaque année? Est-ce qu'on a le choix? Le prix des épiceries augmente, fait que nous aussi, il faut qu'on augmente. OK. Donc, le montant l'an passé que vous donniez, il était rendu à combien? Ça dépendait. Il y avait des gens seuls, il y avait un couple avec enfants, couple avec 2 enfants, avec 3 enfants, fait que ça varie vraiment. On parle d'un pourcentage de combien à peu près? Vu que c'est tous des montants qui varient, là, ça peut être quoi? Admettons, pour une personne seule, je ne sais pas c'est combien que vous donnez, là, mais... Donc, on peut débuter à 150. OK. Ah, quand même. Tout ça pour une personne seule? Tout ça pour une personne seule. Et ça veut dire, ça fait qu'à 250 bons d'achat donnés, vous en avez donné pas mal d'argent. Oui, on en a donné pas mal, mais les gens ont été très généreux l'an passé. Ouais. Hein, on leur demande la même chose cette année, parce que les gens qui sont en difficulté, mais ils sont en difficulté toute l'année, puis encore plus à Noël. Ouais. Donc, on retourne à nos services. Vous avez aussi la popote roulante. Comment ça se passe? La popote roulante se passe bien. Oui, oui. C'est comme... En fait, c'est stable. Il n'y a pas plus ou moins de demandes. On pourrait avoir plus de demandes, mais le financement ne vient pas. Fait qu'on fait avec ce qu'on a. D'accord. Exactement. On plafonne. Les plats givrés, c'était le PRS qui le faisait. Ben là, c'est rendu le garde-manger. Là. Je me demandais, là, je sais, ils sont devenus un organisme. Est-ce que c'est toujours le garde-manger qui s'occupe des plats givrés pour vous autres? Oui, on est toujours en partenariat avec le garde-manger. Les plats givrés sont toujours à 5 $ aussi. Donc, puis on a le choix de menu à l'entrée du centre d'action bénévole. Puis sinon, ben, ça peut se faire aussi par téléphone. Les gens peuvent appeler pour savoir les variétés. Puis, on a poussé beaucoup à ce que les gens aient le service aussi aux extrémités, mais beaucoup plus percé. Ça a été une demande. C'est sûr que c'est un endroit qui n'est pas évident, mais on peut faire un service de livraison aussi. Là. Fait que percé, on a recruté des bénévoles et on tente d'aller chercher beaucoup plus au niveau des bénéficiaires. Sans bénévole, centre d'action bénévole. Ouais. On n'offre pas de grand service. Ça nous prend des bénévoles pour ça. Un autre service, c'est que vous offrez toujours, j'imagine, l'accompagnement médical? Oui. Accompagnement transport, oui. Ça, les demandes de rendez-vous médical, hein, c'est revenu. Là. Oui, on envoie avec certains rendez-vous téléphoniques, mais une personne âgée veut aller voir son médecin. Elle ne veut pas y parler au téléphone. Ah, c'est sûr. De toute façon, le médecin, en règle générale, a besoin de voir son patient pour... Oui, puis c'est un droit qu'on a au Québec de se faire soigner. C'est un droit qu'on a. Fait que faut s'y rendre. On n'a pas tous des moyens de locomotion pour se rendre. On n'a pas tous des enfants qui peuvent nous accompagner. Fait que le centre d'action bénévole est là pour combler. Parmi les autres services, c'est quoi qu'il y a aussi? Les visites amicales. Les visites amicales dont on a déjà parlé, en fait, quelqu'un qui est seul, qui est vulnérable, qui vit de l'isolement, on peut à ce moment-là, nous, faire comme... Je cherche Un jumelage. OK. Un jumelage pour avoir un bénévole versus un bénéficiaire ou une. Parce que si c'est une femme, on va tenter de mettre une bénévole, et si c'est un homme, ça serait un bénévole. Et justement, là, on pourrait faire une belle parenthèse, là, que si vous connaissez des gens qui vivent de la solitude, c'est important, peut-être le bouche-à-oreille et justement, là, je cherche mes mots, j'aime pas ça.
OK, prise 2. Il y a sur le plan large, ça va être facile à couper, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais recommencer. En fait, les visites amicales, si vous connaissez quelqu'un qui a des besoins, juste à nous appeler. Puis nous, à ce moment-là, on va pouvoir jumeler quelqu'un, un bénévole ou une bénévole avec la personne. Est-ce que le service, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais les personnes âgées qui, tu sais, comme je vais prendre pour exemple ma grand-mère, là, elle a paralysé dans son lit suite à un examen médical, là, une injection, là. Puis, tu sais, comme ses enfants n'appellent pas tout le temps, elle est restée pas mal toute la journée dans le lit, là. Si quelqu'un aurait pu appeler puis voir, oups, elle répond pas, aller voir qu'est-ce qui se passe. Là, on parle de Sécuricab. Sécuricab quoi? Sécuricab. OK. Ça, vous offrez ça? Oui. Oui, c'est un appel automatisé qui se fait à l'heure désirée par le bénéficiaire. Puis, s'il n'y a pas de réponse, ça nous envoie une alerte. Puis là, on intervient. OK. Donc, une sécurité pour... oui, Sécuricab, c'est gratuit en plus. C'est l'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est 7 sur 7. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas rien. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner. Non, il n'y a pas de raison d'être en sécurité à la maison ou de savoir qu'il y a quelqu'un qui sait qu'on est correct ou que si on tombe, on va recevoir un appel puis il y a quelqu'un qui va finir par venir. Ça n'a pas de prix, ça. C'est la sécurité à domicile. Tu me parlais tout à l'heure de... Est-ce qu'il y a d'autres services? On a l'appui. Hein? On a l'appui. OK. L'appui aux proches aidants. On a l'intervenante qui est là pour aider les proches aidants, les écouter, leur donner des répits. C'est aussi, c'est grandissant. Les proches aidants, on est tous proches aidants de quelqu'un. Ouais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais on s'en rend pas compte. Ne serait-ce que d'aller au dépanneur chercher la pinte de lait. Pour quelqu'un, c'est être proche aidant. C'est juste que peut-être, justement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, il y en a qui ont peut-être l'impression qu'être proche aidant, c'est être en permanence avec la personne et... Non, ça va à quelques heures par semaine, à du temps plein. Puis être proche aidant, il faut faire attention, c'est vite envahissant. Le proche aidant s'oublie vite là-dedans. Pour l'aider, il va s'oublier à lui. De là, l'importance de l'appui aux proches aidants pour leur rappeler que les autres sont importants. Est-ce que ça, l'appui, est-ce que c'est aussi pour leur donner un répit? S'ils ont besoin de répit, l'intervenante peut organiser des répits. OK. Avec une préposée bénéficiaire. C'est des préposés bénéficiaires qui allaient à la maison faire les répits. Donc, tu me parlais tout à l'heure d'activités. Ça, vous en faites à longueur d'année? Ça, on en a toute l'année. Mais avant de tomber sur nos activités, je vais faire juste une parenthèse sur notre guignolée. Poste Canada est en grève. Ce qui aide pas tout le temps, parce que souvent, les commerçants nous envoyaient par la poste leurs dons. Donc, cette année, si possible, de venir nous le porter au Centre d'action bénévole ou bien d'attendre que la Sûreté du Québec passe le 5 décembre pour le remettre. Ou s'ils veulent, j'imagine la Sûreté du Québec va sûrement faire le tour des places habituelles. Si un commerçant veut qu'ils viennent chercher, j'imagine, il vous appelle, puis est-ce que, il va pouvoir demander, est-ce que la SQ peut venir chercher? C'est organisable. Tout est organisable à ce niveau-là. Juste tenir en compte que on va espérer que ça se règle vite, là, mais présentement, on s'enligne pour ça. Fait que juste venir nous le porter ou d'attendre que la Sûreté passe. D'accord. Concernant les activités, ça, on pense qu'il y en a beaucoup, fait qu'on ne rentrera pas dans les détails là-dedans, là, mais c'est juste donner un exemple, quel genre d'activité que vous organisez? Bien, en fait, jeudi, le 21, on se rejoint avec ceux qui veulent bien participer au Salon de quai. Il va y avoir de 9h à 10h moins quart environ une formation qui se fait une fois par année auprès des bénévoles
Et par la suite, on va jouer au quai jusqu'à midi, sûrement café, etc. Et le 4 décembre, on a un beau déjeuner avec nos bénévoles pour Noël. On a une activité le 4 en après-midi aussi qui est Aînés avisés. C'est la Sûreté du Québec ainsi que la FADA qui vient donner une formation. Avec un titre comme ça, j'imagine que ça doit être pour parler des fraudes grand-père qu'ils appellent, entre autres. Et de plus en plus. Hein? On en voit, on en entend des nouvelles à tous les jours, des fraudes. Des abus? Des abus, peu importe. On entend des affaires, des fois, qui nous font mal au cœur quand on entend les choses. Et c'est Aînés avisés. Plus qu'il va y avoir de gens qui vont être au courant, plus qu'il va y avoir des yeux grands ouverts partout. Oui, puis avec ce qu'on entend, c'est tellement rendu perfectionné. Les aînés ont vraiment besoin de ce genre de rencontres-là pour les informer. Là, oui, puis nos aînés, important. ils sont actuels. Ils sont sur Internet. Ils vont naviguer sur les réseaux sociaux, puis ils envoient, là. On en voit de plus en plus des fraudes par Internet, puis nos aînés sont actifs là-dessus. Nous autres, on se fait avoir, avec eux autres aussi. Mm-hmm. Et même plus. Parce qu'ils sont... Des fois, ils viennent d'arriver sur les réseaux où ça fait juste quelques mois, mais ils sont actuels. Donc, pour connaître les activités du centre, comme ceux-là que vous organisez, on peut consulter la page Facebook du Centre d'action bénévole. Elle est très active. Très active. Aux 2 jours, on essaye d'avoir quelque chose tout le temps. Nos activités sont toutes dessus. Mais en fait, il faut juste prendre note aussi, hein, c'est qu'il y a des activités qui sont que pour nos bénévoles et il y a des activités qui sont ouvertes à la population aussi. Aînés avisés, c'est ouvert à la population. Fait que j'invite le plus de monde possible à venir. Oui, c'est ça. Donc, ça ne s'adresse pas juste aux aînés. Non, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'une fraude. Ah, ça, c'est sûr. Surtout avec comment ça se passe. Hein. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, les bénévoles, comme tu disais tout à l'heure, un centre d'action bénévole sans bénévoles, ça ne peut pas fonctionner. Vous en avez toujours besoin. On recrute toujours dans notre beau secteur Gascon-Percé. Vous avez des questions, vous nous appelez, vous venez vous rencontrer au bureau. Peu importe qui va être disponible, on est des intervenantes qui sont à l'affût et on veut recruter. Donc, on est là pour accueillir les gens. On rappelle le numéro de téléphone? 418-689-6023. Et, je pense qu'on a fait le tour. Cindy Langlois, Nancy Lefebvre, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, c'est notre rendez-vous mensuel. Oui. 3 sujets à l'ordre du jour. Et de ces 3 sujets, on va commencer par le budget. L'argent, c'est important dans les municipalités. Vous en avez glissé un mot lors de votre mot d'humeur à la dernière séance. Qu'est-ce qu'on est du budget à venir? Je pense que vous avez aussi un mot de remerciement auprès d'un effort collectif auprès de votre équipe. On vous écoute. Bien, écoutez, comme j'ai exposé lors de mon mot de maire, lors de la dernière séance du conseil municipal, c'est que moi, j'ai toujours par habitude d'essayer de faire un peu une analyse plus par trimestre. Puis au 3e trimestre de l'année, c'est important de savoir un peu au niveau du budget où est-ce qu'on est rendu, parce qu'en réalité, il reste 3 mois. Puis si on a des ajustements à faire,
ben, c'est à ce moment-là là, qu'on doit prendre certaines orientations. Depuis que je suis maire, là, depuis 2017, là, c'est sûr que je pense qu'à présent, là, je pense qu'au niveau de la gestion financière, là, on a tout le temps démontré avec arrivé soit à zéro avec un certain surplus qui nous a permis un peu de refouler un peu nos revenus, nos réserves. Puis là, faire en sorte que cette année, c'est sûr qu'il y a eu quelques impacts super importants, entre autres, quand je parle en même temps des produits chimiques, là, malgré qu'on avait ajusté le coût, mettons, à 125 000, parce qu'en 2017-2018, on parlait plus des coûts à peu près de 60-65 000. Bien, au mois de août, on avait déjà atteint 100 mettons, de ce budget-là. Fait qu'on était un peu en dépassement de coûts. Il y a eu aussi la facture du nouveau rôle d'évaluation qui était plus dispendieux. Puis, comme vous le savez, ben, on a renouvelé aussi là, mettons, notre entente là, avec les employés. C'est sûr certain que la convention collective s'est repartie sur 3 ans. Par contre, étant donné que ça faisait 2 ans qu'on était en négociation, nous, à l'interne, on l'avait budgété, mais il n'y avait pas nécessairement de l'argent qui avait été affecté. Donc, on devait, là, pour l'année en cours, pratiquement affecter 152 000 de montant d'argent dans notre budget. Puis, il y avait aussi au niveau des revenus au niveau du Québec, là, un montant de 93 000 qu'on était supposé recevoir, puis qu'à fin de compte, qu'on ne recevait pas. Donc, malgré qu'il y avait une bonne gestion de niveau, on se retrouvait là, avec un manque à gagner à peu près de 293 000 au mois d'octobre. Donc, puis à ce moment-là, ben, moi, j'ai fait passer un message là, au directeur de chaque département, au directeur général, d'essayer de trouver une façon d'amoindrir les coûts d'ici la fin de l'année. S'il y avait certaines achats qui n'étaient pas nécessairement nécessaires pour l'année en cours, de reporter en 2025, de regarder un peu au niveau de la structure de financement, parce que des fois, on a aussi des prêts pour certains investissements, puis dans nos états financiers qu'on vérifie comptables, il y a des montants qu'on peut attribuer, là, affecter de certaines façons. Donc, il y a un beau travail qui a été fait là, avec le directeur général, puis un effort là, collectif de l'ensemble des directeurs, que je vous dirais que on est passé de 293, puis là, présentement, là, on tourne peut-être aux alentours de moins 10, moins 15 000. Là, quand même. Donc, mais ça, c'est un travail, c'est que je vous dirais juste qu'il y a des dépenses qui avaient été prévues pour 2024, mais qui ont été reportées à plus tard. Puis en même temps, ben moi, c'est important, là, considérant qu'on a notre nouveau rôle d'évaluation, puis comme que je l'ai exposé, parce que des gens me posent beaucoup de questions là-dessus. Moi, je suis arrivé en 2017, ben, le rôle d'évaluation, il avait été en cours jusqu'en 2020. Puis en 2020, il avait été proposé de le reconduire jusqu'en 2023 sur les mêmes conditions. Okay, ouais. Donc, cette année, le nouveau rôle d'évaluation, c'est-à-dire, on partait un peu avec les évaluations des résidences 2017. Bien, comme j'explique aux gens, là, à Grande-Rivière, là, moi, le contexte que je vois, c'est qu'après le COVID, en tout cas, moi, je peux vous dire que avant 2022, là, il était très, très difficile de vendre une maison au-delà de 300 000 à Grande-Rivière parce qu'il n'y avait pas de comparable. Oui. Mais après le COVID 2023, il est très difficile maintenant de s'accaparer une maison en deçà de 300 000. Donc, il y a eu un gros changement drastique. Donc, c'est juste pour vous dire que le COVID, en plus, qu'on partait de 2017, avec le fait du COVID, inflation, l'augmentation des coûts au niveau du logement, ça a eu un impact, puis je l'ai exposé. On parle d'une moyenne de pratiquement là, de 55-60% de moyenne d'augmentation du rôle d'évaluation. Puis, tantôt, on a fait un test, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes au niveau de l'Azimut. Maintenant, on a un service à l'Azimut au niveau de la MRC que les gens peuvent aller consulter. C'est des informations publiques. Ils peuvent aller chercher l'information de leur évaluation de leur propre maison, puis ils peuvent regarder un peu qu'est-ce qu'il y a au secteur. C'est une plateforme électronique? C'est une plateforme électronique. C'est Azimut. Elle est beaucoup utilisée. Les gens savent comment s'en servir. Okay. Puis ça leur permet d'avoir ils ont l'information sur leur compte de taxes de l'année passée versus comment ça a été évalué cette année. Ça leur donne un peu une idée. Puis juste avant qu'on fasse l'entrevue, on a fait 2 tests. Là, puis
Il y en a un, c'est une augmentation de 76 puis l'autre, c'est une augmentation de 98 Exact. Par contre, nous, pour amoindrir l'augmentation, c'est sûr qu'on va jouer sur le taux de taxe. Mais c'est-à-dire que le taux de taxe au 100 $ d'évaluation, si, admettons, il est à 1,4, ben ça se peut qu'il va diminuer. Là, on va le faire, mais il faut toujours aller aussi en fonction du budget, avec les prévisions qu'on a pour le bon fonctionnement aussi de la ville. Ça prend des revenus. Mais il faut toujours tenir compte aussi de la capacité de payer les citoyens. Ça, on est tout d'accord avec ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que je pense que dans le passé, les efforts qu'on a faits au niveau de la diversification, entre autres comme le Carrefour Innovation, ben c'est éventuellement, ça va des nouveaux payeurs de taxes qui vont apporter d'autres lieux à la municipalité. Ça va venir nous aider à ce niveau-là. Mais il reste que, comme une municipalité, là, on fait des achats comme tout le monde, puis on est tous conscients que ça coûte plus cher pour se loger, ça coûte plus cher pour se nourrir. Puis au niveau du traitement de l'eau, ben c'est juste pour vous dire que des fois, on fait face à des augmentations à 200 %. Puis quand on dit que le diesel, le carburant a augmenté, ben nous, là, la flotte, là, il y a un coût rattaché à ça, là, tu sais. Fait qu'on essaie toujours de faire des augmentations de budget avec le taux de taxation, mettons, normalement, qui est de 2-3 %, tu sais, avec les conventions collectives, on applique les choses. Mais en réalité, quand il y a des augmentations de 15-20 %, ben là, à un moment donné, tu as des revenus, des dépenses, puis nous, ben, les municipalités, c'est juste la capacité de taxation qu'on a vers la population. Mais j'ai des préoccupations. Ben, c'est pour ça que je veux juste mentionner qu'au mois d'octobre, là, j'ai voulu passer un message. Puis je pense que les gens là, ils ont très bien collaboré. On est contents. On va travailler sur le budget. C'est pas nécessairement facile, mais on travaille toujours dans les intérêts des citoyens de la ville. Deuxième sujet, M. le maire, zone d'innovation bleue. Il semble y avoir un projet porteur sur la table qui serait en marche ou qui pourrait prendre forme d'ici le printemps. En quoi ça consiste? Bien, écoutez, là, je veux juste faire un petit rappel. Là, le projet de zone d'innovation, là, ça faisait pratiquement 4 ans qu'on travaillait là-dessus. On a vu des orientations claires du gouvernement du Québec. À un moment donné, il nous avait été demandé de travailler en étroite collaboration avec le projet de Rimouski parce qu'il n'y aura pas eu de projet de zone d'innovation dans toutes les régions du Québec. Jusqu'à maintenant, là, il y a 4 zones qui sont annoncées officiellement. Nous autres, on faisait partie là, des zones qui avaient passé tout le processus administratif. Puis, comme je l'ai expliqué, là, on était en attente d'une désignation de zone. Ça appartenait aux politiques. Donc, comme vous le savez, là, la décision qu'on a eue, on n'a pas été désigné. Mais par contre, là, des fois, suite à ça, on a fait beaucoup d'interviews et il y a des gens qui me posaient la question, mais si on était trop ambitieux, si c'était vraiment réaliste un tel projet, la seule chose que je peux vous dire, c'est que notre projet, là, a passé dans le journal des affaires, il a passé dans le journal de la presse, puis les gens qui ont commenté le projet, ils s'entendaient une désignation de zone, puis c'est des journalistes réputés au niveau économique, là, notre projet, là, en réalité, là, était désignable. Sauf que, comme je l'ai expliqué, il y a eu des décisions politiques, des nouvelles orientations, puis on ne se le cachera pas, il y a eu des compressions budgétaires qui font en sorte là, que il y a eu peut-être d'autres orientations. Puis moi, personnellement, quand je regarde, là, suite à la 3e zone, qui est la zone filière batterie, avec les investissements majeurs, puis les gros investissements qui étaient là-dedans, puis qu'on parle beaucoup du projet de Norvolt, là, de les impacts, puis de l'obligation. Puis, donc, c'est sûr que, selon moi, là, avec le budget actuel du gouvernement, qu'on est plus en mode de compression budgétaire, tout fait en sorte que ça a pesé de la balance. Puis il n'y a pas juste la zone d'innovation en bleu qui n'a pas été annoncée. Dernièrement, je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était la même chose, la zone agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Sauf que pour eux autres, je vous dirais que pour eux autres, c'est déjà des structures d'entreprise qui ont une certaine maturité. Tandis que nous, le secteur des pêches, au niveau de l'innovation, on a encore beaucoup de travail à faire. Là, présentement, on est un peu... en tout cas, moi, je suis content de la ville d'avoir collaboré puis d'avoir travaillé avec Mérinov
pour la mise en place de Carrefour d'innovation, ça va créer, c'est créateur d'emplois, c'est un CCTT au niveau de la recherche d'innovation. Donc, on va avoir maintenant un centre d'innovation performant à proximité avec l'industriel. Mais le fait qu'on a pété la désignation de zone, puis qu'il nous avait été demandé de travailler en collaboration avec Rimouski, le gouvernement nous a proposé éventuellement de soutenir un projet porteur dans chacune des régions. Donc, pour Grande-Rivière, on a eu on doit mettre en place l'élaboration d'un projet porteur. Élaborer un plan d'affaires d'ici au 31 mars. C'est sûr, certain qu'on va se servir un peu de la synergie puis de l'ensemble des projets qui sont les plus porteurs qui avaient été désignés maintenant dans le projet parce que il faut maintenir la cohésion puis le travail de toujours travailler sur un volet de développement régional, développer l'entrepreneuriat, d'orienter vers l'innovation. Donc, on est en train de travailler un genre de projet de quartier d'innovation de Grande-Rivière que je veux, grosso modo, qu'on est en mesure de pouvoir de mettre en place une réelle cohésion entre la recherche qui est Mérinov, l'éducation qui est l'École des pêches, les industriels, les associations de pêcheurs, les institutionnels. On a des infrastructures qui sont là. C'est sûr qu'il y a des infrastructures qui doivent être mises au point, mais il faut toujours continuer sur l'innovation pour permettre à notre industrie d'être encore plus compétitive sur le marché. Donc, c'est pour ça que le projet qu'on veut mettre en place, je veux faire en sorte qu'avec le plan d'affaires, on veut faire la démonstration au gouvernement du Québec qu'avec un investissement public, voici le retour sur investissement privé que ça peut apporter. Puis ça va nous permettre d'avoir le coffre outil qui va nous permettre à la filière de bien se développer puis faire face aux défis de demain, nouvelles conditions climatiques. Au niveau de la pêche, il y a des variations au niveau de la capture. Donc, il y a des nouvelles technologies qui sont en place. Donc, si on veut s'assurer d'être performant, il faut travailler beaucoup sur l'innovation. Puis, c'est une des raisons pourquoi on veut travailler ce projet-là. Puis, ça a été présenté. Je pense qu'à date, on a eu une bonne réception. Premièrement, il y a une première réception qui a été via le comité d'innovation parce que quand on n'a pas eu la désignation de zone, la prochaine étape, c'est qu'on avait la possibilité de présenter un projet. On a soumis une résolution, projet pour Rimouski, projet pour le secteur de Randière. Puis le secteur de Randière, on a présenté le concept. Puis moi, la directrice des zones d'innovation, elle a trouvé ça bien, la vision qu'on voulait en faire, puis elle comprend très bien que si on veut y aller, ça prend certains éléments, puis c'est là-dessus qu'on doit travailler sur un plan d'affaires. Je l'ai même présenté au député, M. Stéphane Sainte-Croix. On a eu une rencontre. C'est sûr qu'on a eu des échanges suite à la non-désignation de zone, mais écoutez, moi personnellement, il faut avancer, il faut continuer. Donc, mais il reste que le projet, pour ma part à moi, c'est un projet qui il n'y avait pas eu le soin administratif pour rien, mais je suis prêt à mettre encore les efforts nécessaires pour permettre à la réalisation du projet porteur qui est à notre portée présentement. Est-ce qu'on peut avancer que vous avez parlé d'investissement public? Est-ce qu'il y aurait dans ce cas-ci aussi des investissements privés? On a parlé, mais il est comme trop tôt pour en parler publiquement. Mais je peux vous dire que je comprends très bien qu'il y a des montants d'argent qui est réservé pour les secteurs qui n'ont pas désigné. Je connais les montants, puis je veux m'assurer que Grande-Rivière a la même part de gâteau que Rimouski, que Saguenay, que Saint-Hyacinthe, parce que nous autres, on faisait partie aussi d'un projet. Puis ça, là-dessus, puis personnellement, il y a des investissements à faire, il y a des efforts qui ont été faits pour soutenir l'industrie des pêches. Puis moi, j'ai fait ça de façon de bon partenaire, de travailler sur l'ensemble des projets pour la préparation de l'arrivée de la zone. Mais pour la suite des choses, là, il y a des choses qui sont non négociables. Ça me prend des investissements garantis, assurés sur certaines infrastructures publiques. C'est ça, ça va. Pour m'assurer de continuer, puis parce que sans ça, là,
ça va me prendre des garanties fermes. Parfait. Vous avez appris avec le temps? Ben écoutez, on est tout le temps bon joueur. On est bon joueur, on est rendu à l'étape, je me sers maintenant de mon expérience en développement académique des dernières années. Exact. À l'étape où je suis rendu, j'ai démontré à l'ensemble des partenaires ma volonté d'avancer, de travailler en équipe, de vraiment jouer notre rôle pour faire avancer le dossier. Où est-ce qu'on est rendu présentement? Là maintenant, je pense que c'est à la responsabilité du gouvernement de s'assurer maintenant de soutenir parce que moi, pour passer à la prochaine étape, ça va me prendre des garanties fermes. C'est clair. Je termine cette question en pensant à ce que vous présentiez. Ça peut ressembler à une grappe d'innovation plus qu'un projet, ça se peut-tu? Écoute, on pourrait y donner le nom qu'il veut, mais ce qui est important, c'est qu'il faut toujours garder dans l'esprit qu'il faut qu'on travaille toujours dans une option de développement régional, mettre de l'avant l'entrepreneuriat, puis de maintenir notre cap sur l'innovation. Toujours dans les pêches, hein? Dans les pêches, mais il reste que ça comprend aussi, là, quand on parle d'industrie des pêches, c'est pas juste la capture. Oui, il y a la transformation, il y a la recherche et développement, il y a l'éducation. Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, j'ai une école des pêches qui est une des 5 écoles nationales du Québec. On forme des pêcheurs, on forme des mécaniciens. Éventuellement, les bateaux, ça va être des bateaux hybrides électriques. Moi, ce que je veux m'assurer au minimum, c'est que mon école des pêches puisse avoir une formation adaptée. Donc, si tu veux former des gens sur de la mécanique, sur des bateaux hybrides électriques, tu ne peux plus utiliser les moteurs diesel des années 80. Intéressant. Parfait. Donc, dernier sujet, rapidement. Le logement, c'est un enjeu majeur, on le sait. Grande-Rivière a besoin de 232 unités, ce qui représente 60% du besoin pour la MRC. Vous avez un projet dont on parle depuis, vous et moi, plusieurs mois, sinon plusieurs années, c'est les 12 unités de la Rive. Vous avez donc pris une décision par résolution. C'est quoi cette décision? Au niveau de la décision qui a été prise, c'est que présentement, là, nous, on avait un projet qui avait été, là, la Ville, on avait répondu à, mettons, toutes les conditions. On était en attente un peu d'un financement fédéral à un moment donné, via un programme. Par contre, là, la réponse qu'on a reçue, il y avait des besoins pour 1,3 milliard, il y avait un budget de 300 millions, malgré que votre projet cadre de programme ACL pour une équité au Québec. La cassette, quoi. La cassette. Donc, nous, il y a juste 2 projets qui ont été financés en Gaspésie. Voilà. Donc, nous autres, on n'avait pas été sélectionnés. Suite à ça, étant donné qu'il manquait un manque à gagner, moi, j'ai écrit à la ministre aux Affaires municipales qui m'a orienté vers la SHQ. Donc, Société nationale, on a organisé une première rencontre avec le directeur, là, M. Forster, de la SHQ, avec Ambroise Henry pour le recouvrement collectif de l'habitation, notre accélératrice d'entreprise, notre consultant qui travaille. Donc, on a exposé le projet. Moi, ce que je voulais m'assurer, c'est que dans le cadre du projet des 12 unités, c'est qu'on avait signé une entente tripartite avec les SHQ, les affaires municipales, pour un montant pour être en mesure de combler les dépassements de coûts. Donc, on avait un montant de 1 151 000 qui avait été reçu, mais que cet argent-là, présentement, est dans les coffres de la Ville jusqu'au 31 décembre 2024. Oui. Donc, étant donné que l'ACL, ça n'a pas fonctionné, donc on est tourné à la SHQ, donc ils nous ont dit, Axiologie, ça n'existe plus. Donc, on avait 931 000 qu'on perdait. Mais moi, je voulais maintenir l'argent qu'on avait pour être en mesure de réaliser les plans et devis. Quand on a attendu une réponse, quand ça a été négatif par la SHQ, donc je suis retourné aux affaires municipales, comme qui m'avait été prévu pour leur faire part de la situation. Puis l'autre, ils m'ont retourné à la SHQ pour dire que ma demande de prolongation de cette entente-là, c'était la SHQ qui faisait la gestion de l'entente. Et là, la résolution, quand on a passé, c'était de dire, moi, je veux avoir la bonne personne là, qui est capable de prendre mon protocole. Il y a un article qui est en place. On a la possibilité de prolonger. Donc, moi, je demande une prolongation pour être en mesure de maintenir les argents parce que le projet, là,
Cet argent-là, on veut l'attribuer pour un projet de développement de logement qui est de 12 unités. Puis je veux juste avoir la bonne ressource. Puis je te dirais que j'ai une très bonne collaboration présentement du député de Côte-de-Gaspé là-dessus. Donc, c'est en marche, mais on est au mois de novembre. Puis j'étais comme en attente. Donc, en réalité, on est prêt à revoir le projet au lieu de 2 étages, 1 étage, d'aller peut-être des programmes existants comme la FAC, etc. Sans les orientations modulaires, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Puis il faut s'assurer de faire les plans et devis. Puis j'ai de l'argent dans le compte. Puis là, présentement, pour l'utiliser, ça me prend de l'approbation. Puis là, je suis comme en attente parce que la SHQ dit c'est le mamage, puis le mamage dit c'est la SHQ. Donc là, la résolution, en réalité, c'était de dire, ben là, écoutez, là, je l'envoie à qui la résolution? Moi, je veux maintenir, puis je veux m'assurer qu'on est en mesure de pouvoir réaliser le projet. Ce projet-là, c'est tellement ben écoutez, là, dans ce dossier-là, j'ai la liste de toutes les entreprises, puis suite à la rencontre qu'on a eue avec la Madame Duranceau au mois d'août, ça a été échangé, j'y ai fait part, elle m'a posé plein de questions, j'ai donné les lettres, toutes les réponses, les résolutions qu'on a envoyées, à m'en revenir, puis j'avais comme pas encore de nouvelles. Moi, je suis en attente aussi du réseau collectif, de savoir l'état d'avancement du projet. Eux autres, il y avait encore des informations à valider, mais je suis rendu au mois de novembre. Là. Puis le mois de décembre, là, c'est le mois avant les fêtes, là, puis donc je veux juste m'assurer, là, on peut-tu au moins garantir quelqu'un qu'on est capable de le prolonger? Pour un an, là, juste pour un an. Par avoir au minimum le temps qu'on a le projet pour être en mesure de le soumettre. C'est que logique. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu l'objectif de la résolution qu'on a passée. Bien, on vous souhaite bonne chance. Donc, on attend une réponse de Québec le plus rapidement possible. Pour terminer le logement, vous avez parlé aussi fin 2025-26, 24 unités de logement probables, 4 blocs, c'est ça? 4 blocs qui feraient 24 unités de logement. Est-ce que ça semble faisable, tout ça? Bien, écoutez, nous, présentement, là, comme vous le savez, avec le dossier GAF gagnant, l'objectif qu'on a fait, la relocalisation de la caserne, de devenir propriétaire du terrain, puis là, on veut l'aménager éventuellement pour être en mesure de pouvoir développer là, des unités de logement. C'est sûr que ces unités de logement-là, pour une certaine clientèle ciblée, là, parce que là, c'est les entrepreneurs pour construire, mais on voulait aussi profiter du fait que le regroupement des MRC avait mis des incitatifs financiers, la MRC avait mis des incitatifs financiers, puis la Ville de Grande-Rivière, on a mis, nous aussi, des incitatifs financiers à 15 000 par unité de logement. Donc, dernièrement, il y a eu un appel de projet. Puis pour Grande-Rivière, il y a un promoteur, je ne donnerai pas le nom parce qu'on est en train de finaliser là, les ententes, mais lui, il a l'intérêt d'être acquéreur de 3 terrains pour la construction de 3 blocs, c'est-à-dire de 18 unités. On est même en discussion pour une deuxième phase avec lui pour d'autres blocs appartements éventuellement. Puis on a un deuxième promoteur qui s'est manifesté pour mettre en mise en place d'un 6 unités. Donc normalement, si tout va bien, dès 2025, là, on pourrait déjà commencer à avoir là, de la construction de blocs appartements dans le secteur GAF Gagnon. Bon, ben, on va finir sur cette bonne nouvelle. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Au mois de janvier prochain, le 28e téléradioton de la ressource sera diffusé sur les télévisions communautaires de la Gaspésie. Pour nous parler de cette édition, je suis accompagné de Thérèse Sirois, directrice générale de la ressource. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci, vous aussi. Oui, donc le 28e téléradioton, on va être gâtés. Il va y avoir beaucoup d'artistes sur scène encore cette année.
Oui, encore une fois, cette année, Nelson Mainville a fait des miracles en allant chercher des artistes qui vont être des nôtres là, le 26 janvier prochain. On pense à Linda Lemay, le groupe, le duo folk gaspésien dans le shed, Marie-Pierre Arthur sur des nôtres aussi, la gagnante de La Voix, Maud Cyr Deschênes. On aura Annie Coton qui sera avec nous. On aura un slammer de Rimouski, David Richard, qui sera là également. Puis tout ça, ben, ça va être sous la direction musicale là, de Marianne Arsenault avec le Biz Biz Band. Donc, encore une fois, puis des artistes qui vont se greffer là, tout au long du Téléradioton, des mix que Nelson va imaginer. Puis lui-même, d'ailleurs, Nelson va nous interpréter là, une chanson là, lors du Téléradioton. Donc, je pense que ça va être encore une fois rempli de belles surprises et de belles émotions. C'était lui l'an passé qui s'occupait aussi de la direction artistique. Ça fait longtemps qu'il est sur le Téléradioton? En fait, ce sera sa 6e année qui est avec nous, Nelson, au niveau de la direction artistique. Là, fait que c'est vraiment le fun parce qu'on se rend compte aussi là, sa connaissance du milieu des artistes et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a les contacts aussi avec les bonnes personnes, puis quelqu'un qui a une très grande imagination au niveau de la conception artistique et tout ça. Là, je pense que ça va être encore une fois là, un beau résultat final, cette grande émission-là. Vous dites que l'espoir va être mis au centre de l'édition cette année. Pouvez-vous m'expliquer un peu? Oui, ben oui, certain. En fait, cette thématique-là nous est venue un peu là, grâce à notre tête d'affiche, Sean, qui est un jeune homme de la région ici du Bas-Saint-Laurent. Sean a une maladie rare qui affecte ses muscles et malgré son jeune âge, un jeune homme rempli d'espoir, rempli de rêves pour l'avenir. Et Sean tripe énormément sur tous les personnages de Marvel, les super-héros, Spider-Man et compagnie. Et quand je l'avais rencontré, ben il parlait de ces super-héros-là, puis comment est-ce que, tu sais, on voyait dans ses yeux comment ça brillait, tout ça. Fait que c'était un peu ce qui nous a inspiré parce que qu'est-ce que ça fait un super-héros? Ça vient semer l'espoir, ça vient mettre du baume là, dans les affaires plates qui arrivent dans nos vies. Fait que c'était un peu ça qui nous a inspiré notre thématique de semer l'espoir avec Sean, avec les super-héros. Puis ce qu'on dit aux gens, ben, tu sais, aidez-nous à aider les ressources à devenir un super-héros et à pouvoir aider les autres là, en semant de l'espoir tout autour de nous. Vous dites c'est votre tête d'affiche, donc il sera du spectacle cette année? Oui, il sera sûrement présent avec nous cette année, là, bien sûr, si sa santé le permet et tout ça, mais sinon, il va être avec nous là, en capsule vidéo. Puis les gens à l'extérieur, là, lors du Téléradioton, là, pourront apprendre à mieux connaître Sean là, grâce justement à une capsule, là, un petit bout de vidéo qu'on a fait avec lui pour que les gens voient ce beau jeune homme-là. Le Téléradioton, c'est votre événement fort, on pourrait dire, pour la ressource. Le Téléradioton, vous l'avez mis en place, dans le fond, c'était... qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on arrive avec un Téléradioton qui va être diffusé comme ça partout en Gaspésie, surtout avec la complicité des télévisions communautaires? Oui, ben en fait, si on fait un petit historique, l'enseignement, la ressource, on faisait partie de l'association de la paralysie cérébrale. Il y avait à ce moment-là là, un téléthon sur les grandes chaînes nationales et tout ça. Et on ramassait l'argent dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, puis on prenait les sous, on les retournait au bureau de Montréal, de l'association, et c'était redistribué au prorata de la population. Donc, on était perdant, bien sûr, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Nous, ce qu'on voulait, c'était aider les gens. L'argent qui était ramassé en région demeure en région. C'est à ce moment-là que la ressource
ressources a vu le jour. Et étant donné qu'on partait d'un téléthon, ben, on s'est dit, tiens, on va aller voir nos collaborateurs, on va aller voir les gens du milieu, du terrain, les télévisions communautaires, tous les médias, journaux, radio et tout ça, tout le monde met la main à la pâte. Et je dois vous avouer qu'au départ de tout ça, il y a 28 ans, les paris étaient plutôt contre nous. Là. Les gens disaient, ben, quelque chose en région comme ça tiendra pas la route, ça fonctionnera pas. Mais finalement, on est encore là après 28 ans, puis avec nos partenaires, nos collaborateurs qui sont là avec nous aussi, qui fait en sorte que les gens peuvent voir le spectacle qui se passe ici à Rimouski, il est capté en images, il est rediffusé la semaine suivante là, sur les ondes des télécommunautaires, mais c'est ça qui fait en sorte que le téléradioton peut fonctionner parce que c'est cette collaboration-là médiatique qui entoure l'événement là, qui fait en sorte que c'est un succès. C'est vrai que c'est un succès d'ailleurs parce que à chaque année, vous mettez un objectif de 300 000. Puis il est toujours dépassé. D'ailleurs, l'an passé, vous l'avez dépassé, cet objectif-là. Oui, l'an passé, on a ramassé près de 320 000 durant la levée de fonds. Donc, on est super content de ça parce que ce que ça fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir donner plus de services à nos membres, pouvoir mettre des nouveaux projets en place et tout ça. Donc, l'argent, moi, j'ai tout le temps ce qu'on n'a pas, on peut pas le donner. Quand on en a plus, ben, on en donne plus, puis on est bien heureux de ça. C'est notre mission. Au mois ben, à l'automne, on n'a pas fini, mais la campagne d'automne, elle est terminée. C'est une campagne auprès des entreprises. Oui. Vous l'avez dépassée, elle aussi. C'est un objectif de 20 000. Oui, c'est ça. Puis on a ramassé là, 26 000 même un peu plus. Ce qu'on a fait cette année, cette campagne-là était comme plutôt grand public et entreprise à la campagne d'automne. Là, ce qu'on a fait, c'est que cette année, on l'a comme remanié un peu pour vraiment juste aller au niveau de la sollicitation des entreprises. Donc, ça nous a permis, là, on savait pas trop cette année comment ça allait fonctionner, étant donné que le créneau était un peu plus restreint. Mais finalement, c'est encore une fois de la belle générosité là, au niveau des entreprises et tout ça. La population en général va être plus sollicitée lors du téléradioton, mais ça n'empêche pas que les entreprises vont pouvoir continuer à donner là, s'ils le désirent, bien sûr. Parce que c'est pas limité juste à la période d'automne, c'est vraiment là, à Non, l'année. c'est ça, à l'année, exactement. Donc, le 26e pas le 26e, mais le 28e téléradioton, c'est le 26 janvier qui va être diffusé. C'est jusqu'à quelle heure que les gens vont... C'est de 10 heures le matin à 20 heures, fait que tout dépendamment des secteurs là, et de la participation des télécommunautaires, il y a des heures différentes là, selon s'il y a des bingos, s'il y a d'autres émissions et tout ça. Mais quand on va laisser passer le congé des fêtes et tout ça, fait que l'on pourra mettre à ce moment-là là, sur notre page Facebook les horaires de diffusion là, de chacune des télévisions communautaires là, partout là, en Gaspésie. Pour ce qui est de la TVRP, ça va être diffusé après le bingo. Donc, les gens vont pouvoir suivre ça à partir de là. Tout à fait. En dehors du téléradioton, les gens peuvent s'appliquer ou contribuer comment à la ressource? Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut faire des dons à l'année à la ressource en allant sur le site Internet de la ressource au www.laressource.tv. On a aussi besoin de bénévoles, d'équipes de bénévoles qui se forment. S'il y a des gens qui ont le goût de préparer des activités de financement pour redistribuer à la ressource après, là, les gens sont ouverts. On invite d'ailleurs les Gaspésiens à contacter Sarah McInnes qui est au bureau de Bonaventure dans le 418-534-5676 pour si les gens veulent faire un peu de bénévolat ou veulent s'impliquer ou veulent donner du temps, peu importe. Ou s'il y a même des questions par rapport au service de la ressource, comment on peut aider les gens et tout ça, ben les gens peuvent la rejoindre là, en tout temps. La ressource, son nom le dit, la ressource d'aide aux personnes handicapées. Peut-être nous donner un exemple d'aide concret que vous avez donné à quelqu'un qui en avait besoin là, suite à tout cet argent-là que vous avez amassé?
Ben en fait, l'aide est très large, mais souvent, ça va être comme exemple de l'adaptation de domicile. On sait qu'il y a des programmes qui existent pour venir en aide aux gens, là, pour adapter leur domicile quand les gens se retrouvent en fauteuil roulant ou avec des incapacités. Mais c'est jamais assez, ça vient jamais couvrir l'entièreté des frais. Il y a de cette façon-là que la ressource vient beaucoup en aide, soit par l'achat d'équipements spécialisés pour faire en sorte qu'ils gardent leur autonomie le plus longtemps possible, qu'ils puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible. On parle aussi de sous pour soutenir les répits, les loisirs de ces gens-là. Donc, je vous dirais que c'est quand même assez large les services qu'on peut offrir. On essaie de s'adapter aux besoins des gens plutôt que ce soit le contraire, que les gens s'adaptent dans un cadre très rigide, là. Puis souvent, ben, malheureusement, ils cochent non à une case, puis ils n'ont pas droit à l'équipement ou ils n'ont pas droit à l'aide. Mais à ce moment-là, c'est les spécialistes de la santé nous les réfèrent à la ressource et nous, on voit comment on peut leur venir en aide de notre côté. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Ben en fait, si on peut ajouter de quoi, on invite les gens à être généreux, bien sûr, nous aider à semer l'espoir lors de cette 28e édition-là du Téléradioton. Je remercie déjà d'avance la générosité des gens, puis je vous remercie aussi là, par le fait même de continuer à être là, après 28 ans avec nous, à permettre que cet événement-là soit diffusé, puis solliciter là, la population. Bien, Thérèse Sirois, directrice générale de la ressource, merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Le CISSS de la Gaspésie doit récupérer un dépassement de coût de 40,7 millions de dollars sur un budget de 535 millions, soit 8% de son budget, d'ici le 31 mars. Cette exigence est jugée irréaliste par le syndicat des infirmières. Le président-directeur général, Martin Pelletier, identifie 4 axes pour y parvenir. Une gestion rigoureuse du personnel, un gel des nouveaux services, l'optimisation des opérations et une révision de l'offre de services. Le recours à la main-d'œuvre indépendante, représentant 25 à 30 millions de dollars, doit être éliminé d'ici octobre 2026. Les projets d'infrastructure sont suspendus, et le syndicat craint que ces compressions n'affectent les services, surtout pendant la période des fêtes. Les travailleuses des CPE de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, affiliées à la CSN, ont voté à 94% pour une banque de grève de 5 jours, rejoignant ainsi un mouvement provincial. Elles dénoncent des conditions de travail précaires et ont rejeté les récentes offres patronales. La région peine à recruter et retenir du personnel, avec près de 10 000 départs en 3 ans au Québec. Selon Serge Saint-Pierre, porte-parole de la CSN, des actions sont nécessaires pour valoriser ces emplois essentiels. La grève pourrait toucher les CPE Le Voyage de mon enfance et les butineurs, au moment jugé opportun. Québec a lancé son premier plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024 à 2027, accompagné d'un investissement de 7,5 millions de dollars. Ce plan, salué par la CSN, vise à réduire les délais d'accès en région, lutter contre la désinformation et améliorer l'information et l'accès aux services de contraception. Avec une trentaine de mesures réparties en 4 objectifs, il réaffirme le droit fondamental des femmes de disposer librement de leur corps. La CSN, en soulignant l'importance de cette initiative, met en garde contre d'éventuels reculs politiques, insistant sur la nécessité de protéger ce droit inconditionnel, dans un contexte international préoccupant.
L'usine gaspésienne de cannabis, Seaweed, basée à Carleton, connaît un fort succès après 2 ans d'activité. Déjà présente sur des marchés extérieurs, elle a récemment intégré la Société québécoise du cannabis, SQDC, avec sa génétique Red Velvet Ice Cream. Une nouvelle variété, James's Celebration, pourrait également être disponible prochainement. Le président, Stéphane Daigle, envisage une expansion tout en maintenant la production locale, tandis que le vice-président Israël Jacob note une demande croissante pour des produits raffinés. Finaliste à la Canadian Cannabis Cup avec Red Velvet Ice Cream, Seaweed s'affirme comme un acteur prometteur de l'industrie canadienne. Un comité d'aînés, de la nation Micmac de Gaspé, demande une nouvelle élection, soutenue par une pétition de plus de 300 signatures. Il dénonce un manque d'informations concernant le scrutin de septembre, où l'usage exclusif du courriel a privé de nombreux membres de voter. Sur 1800 électeurs, seulement 408 ont participé, comparé à plus de 600 en 2020, lorsque les envois postaux étaient utilisés. Il critique également le manque de candidatures, 6 des 7 postes de conseillers ayant été remportés sans opposition. La pétition sera déposée lors de l'AGA, espérant pousser le Conseil à convoquer un nouveau scrutin. Les travaux de restauration de la Gaspésienne numéro 20, endommagée par un feu il y a 1 an, sont maintenant terminés, redonnant vie à ce précieux artefact historique. Selon Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie, l'embarcation est non seulement restaurée, mais renforcée pour durer. Réalisée par 2 jeunes artisans spécialisés, cette restauration méticuleuse inclut un carnet de santé pour planifier l'entretien futur. Une campagne de financement a permis de recueillir plus de 11 000 $ pour protéger la Gaspésienne des intempéries. La passerelle endommagée sera remplacée au printemps, et les visiteurs pourront redécouvrir l'embarcation dès l'été prochain. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est la période des fêtes chez Jean Coutu. Pour des cadeaux qui sauront plaire à toute la famille et pour des fêtes qui vous ressemblent, venez à votre Jean Coutu de Grande-Rivière. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, notre équipe saura vous conseiller avec professionnalisme et courtoisie. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittam vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Votre Télé du Rocher-Percé est en pleine campagne de recrutement de membres. Achetez votre carte individuelle et participez au tirage d'un des 6 certificats cadeaux dans nos commerces locaux. Devenez membre entreprise et courez la chance de gagner une publicité d'une valeur de 1 400 $. Devenez membre organisme et vous pourrez annoncer gratuitement vos activités sur notre babillard, à la télévision et sur nos plateformes web. Scannez ce code QR et payez en ligne. Tirage le 18 décembre prochain. Payez votre carte avant le 16 décembre pour avoir droit au tirage.